lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Oyez, oyez, braves gens. Son Altesse Royale, Luis Alfonso Gonzalo Victor Manuel Marco de Borbón y Martínez Bordiú, est prête à monter sur le trône de France. Elle le doit, car la République a plongé ses humbles sujets dans une situation dramatique. Elle le peut, car, derrière son nom de naissance, qui sent bon la paella, se cache un descendant franco-espagnol de Louis XIV. Or, selon les anciennes lois fondamentales du royaume, qui, selon les royalistes, sont toujours en vigueur, l'autoproclamé Louis XX a le droit imprescriptible et indisponible de régner depuis 1989, date de la mort de son père Alphonse. Louis n'a pas besoin d'exercer le pouvoir pour en être le légitime détenteur. Il règne de jure depuis 35 ans, même s'il ne gouverne pas de facto. À certains égards, sa situation est comparable à celle de Louis XVIII, qui fut exilé par les gouvernements républicains et bonapartistes jusqu'en 1815. Pour le podagre comte de Provence, ces gouvernements de fait étaient de vulgaires usurpateurs, dépourvus de toute légitimité et même de toute validité. Leurs actes étaient juridiquement nuls à ses yeux. Par comparaison, Louis XX est bien plus modéré à l'égard de la Ve République, dont il reconnaît sans conteste l'effectivité, et du bout des lèvres, il lui accorde même une certaine légitimité. En 200 ans donc, le discours royal sur les usurpateurs qui gouvernent de fait leur royaume a évolué. Et à vrai dire, c'est la notion même de gouvernement de fait qui a évolué, comme le montre la thèse de Louis Terracol intitulée, je cite, « Le gouvernement de fait de la Révolution à la Libération, un expédient saisi par le droit ». Bonjour Louis. Bonjour Paul. Louis, vous avez soutenu votre thèse le 14 décembre 2022 à l'université Panthéon-Assas, où vous avez également obtenu vos deux Master 2 en droit public et en histoire du droit. Mais c'est auparavant à l'université de Limoges que vous avez eu votre licence de droit et vous êtes aujourd'hui enseignant-chercheur contractuel en droit public à l'université de Cergy-Pontoise. Et en préparant cette émission, j'ai remarqué que cette université se situait à 3 km d'une charmante rue, la rue du Château, dans laquelle se trouvait jadis une forteresse royale, construite par Philippe Auguste au XIIIe siècle et détruite au milieu du XVIIIe siècle. Or, figurez-vous que le terrain laissé vide par cette destruction a été donné à la ville de Pontoise en 1791 par le comte de Provence, précité, l'année même de son départ en exil, d'où il allait dénoncer les gouvernements révolutionnaires de fait. Votre sujet de thèse vous poursuit donc un an après votre soutenance. Mais plus sérieusement, revenons quelques années auparavant à l'origine de votre travail. Pourquoi, d'où vous est venue l'idée de travailler sur ce sujet ? Alors, mon sujet me vient à l'origine de mon sujet de mémoire. J'avais travaillé sur quelque chose d'assez peu polémique, finalement, la doctrine constitutionnelle du régime de Vichy, c'est-à-dire les auteurs qui travaillent un peu à légitimer le gouvernement à l'époque de Philippe Pétain, à l'époque de Vichy. Et j'avais vu plusieurs fois passer ce terme de gouvernement de fait, incidemment. Les auteurs se demandaient notamment est-ce que Vichy est un gouvernement de fait ou pas. À l'issue de ce mémoire, j'ai poursuivi en thèse avec François Saint-Bonnet, et je lui ai proposé ce sujet. Il a été assez enthousiaste. J'hésitais avec un autre sujet, le gouvernement autoritaire, beaucoup plus difficile à définir juridiquement. Donc je suis parti sur le gouvernement de fait. Sauf que j'avais envie de travailler sur un spectre temporel bien plus large, et c'est imposé l'idée de travailler de la Révolution à la Libération pour appréhender juridiquement ce concept. Et vous avez été le premier à travailler sur le sujet, ou vous avez eu des prédécesseurs, éventuellement glorieux ? Est-ce que vous auriez des noms à donner de juristes ou d'historiens à nos auditeurs ? Alors j'ai eu nombre de prédécesseurs, puisque c'est un sujet qui était très à la mode entre 1900 et 1940. Ça a même fait l'objet d'un sujet à l'agrégation en 1938. Et plusieurs auteurs ont travaillé à savoir ce qu'était un gouvernement de fait. Des gens comme Ferdinand Larnaud ou Georges Vedel ou Gaston Gèze, mais aussi des auteurs un peu moins connus. Et on a quelques thèses qui datent du début du XXe siècle sur le sujet. Mais donc plutôt des juristes, des positivistes, que des historiens du droit, a priori ? Plutôt des juristes positivistes, exactement. Et comme vous l'avez dit,
Après votre mémoire, vous avez eu envie d'élargir le spectre de la Révolution à la Libération. Pourquoi ces bornes chronologiques ? Bien, ça part du fait que j'ai retrouvé l'une des premières occurrences, ou en tout cas ce que je pense être l'une des premières occurrences du terme de gouvernement de fait à la Révolution, vraiment au cœur de la Révolution, puisqu'elle date d'un discours de Jean-Joseph Mounier le 9 juillet 1789, qui parle des gouvernements de fait comme tout gouvernement qui n'aurait pas de constitution. Et le terminus aquem de la libération s'est imposé en ce que le concept tombe un peu en désuétude après, même s'il perdure bien sûr, mais après un retour en grâce, on va dire une utilisation entre 1940 et 1946, il tend à se diluer. Si on revient au terminus aquo, vous l'avez dit, le mot apparaît sous la Révolution, ça serait donc un anachronisme d'appliquer le terme auparavant. Pourtant, je pense à des événements comme la Fronde, où dans certaines régions, dans certaines villes, à Bordeaux par exemple, il y a eu des espèces de gouvernements locaux parallèles. Est-ce que ce serait, c'est anachronique, mais est-ce que ce ne serait pas quand même intéressant, pertinent d'utiliser le concept pour qualifier ces situations antérieures ? Alors, ce serait un anachronisme, je le pense, mais cela ne veut pas dire que ce ne serait pas un anachronisme fécond. L'anachronisme des concepts, on pourrait en reparler, mais il y aurait un profit certain à aller, sinon utiliser ce concept, au moins le comparer avec les solutions qui ont pu être retenues avant 1789. C'est quelque chose que j'aimerais faire par la suite, remonter un peu l'échelle du temps pour aller voir comment, sous l'Ancien Régime, utilise-t-on le concept de régence, quelles sont les solutions qui ont été retenues par les auteurs médiévaux. On a quelques exemples assez célèbres, avec Bartholde, la tyrannie notamment, voire remonter jusque sous l'Empire et sous la République romaine. Au sein de ce grand espace, même si vous n'allez pas avant la Révolution, ça fait quand même presque 2 siècles, au sein de grands espaces-temps de recherche, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de gouvernements de fait connus ? Vous aviez parlé de Vichy, il y en a sans doute eu d'autres, lesquels ? L'avantage d'avoir la France comme terrain de jeu, c'est que la Révolution française étant un sport national, depuis 1789, en tout cas j'en ai utilisé une vingtaine, 22 plus ou moins précisément, pourrait-on dire. Des gouvernements assez variés, le consulat provisoire en 1799, les 100 jours en 1815, le gouvernement provisoire de 1848, la période 1870-1871 est assez riche à ce niveau-là, le gouvernement de la Défense nationale et la Commune de Paris, Vichy et la France libre. Donc on a des gouvernements nombreux qui ont chacun leur singularité, mais aussi des facteurs de continuité, des personnels qui subsistent, des références qui sont faites. Donc on va dire, laboratoire constitutionnel me permettait à la fois de la variété et de la récurrence pour pouvoir travailler. Une variété que l'on peut peut-être réduire à quelques sous-catégories de gouvernements de fait. Est-ce que vous pourriez les classer ? Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai d'ailleurs, en travaillant ma thèse, fait des tableaux pour faire des typologies, parce que j'aime bien les tableaux et les typologies. Par exemple, des gouvernements de fait, on va identifier des gouvernements de fait généraux et des gouvernements de fait locaux, qui sur une simple portion du territoire. L'idée de gouvernement en exil, un gouvernement qui n'aurait pas d'effectivité sur son territoire, comme la France libre, par exemple, ou le gouvernement de Louis XVIII, comme vous l'avez dit. Des gouvernements révolutionnaires ou des gouvernements de restauration, ceux qui vont chercher à transformer l'ordre juridique en place, ou encore des gouvernements provisoires, qu'on appelle parfois gouvernements d'expédition des affaires courantes, même si le terme s'applique à d'autres catégories. Ce sont des gouvernements qui prétendent être là pour assurer l'intérim, en fait, des negotiorum gestor. Et ces gouvernements, qui sont très nombreux, comme vous l'avez dit, très variés, ont-ils été choisis par vous de manière évidente ? Ou est-ce que vous avez eu parfois des doutes à vous dire, est-ce que c'est un gouvernement de fait ou pas ? Alors, certains choix ont été plus évidents que d'autres, parce que j'ai toujours essayé de travailler à partir de mes sources. Il y a des types de gouvernements qui s'imposaient d'eux-mêmes. Le gouvernement révolutionnaire, c'est quelque chose qui revient souvent. Le gouvernement provisoire, le nom même est utilisé par les gouvernements de fait. Justifier l'utilisation du gouvernement en exil a été un peu moins facile, puisque est-ce qu'il y a un gouvernement quand il n'y a pas de territoire, quand il n'y a rien ? Gouverner quoi dans ce cas-là ? Gouverner quoi ? Gouverner qui ? L'idée aussi d'appréhender différemment les assemblées constituantes a fait l'objet chez moi d'un travail plus approfondi. Oui, parce que par exemple, l'Assemblée nationale constituante entre 89 et 91, vous n'en parlez pas, me semble-t-il.
Pas au sens d'un gouvernement de fait, ou en tout cas pas en tant que type spécifique de gouvernement de fait. Pourquoi ? Parce que ce sont les sources elles-mêmes ont tendance à les mettre de côté, notamment pour le gouvernement de 1871 de l'Assemblée nationale ou pour le gouvernement de l'Assemblée nationale de 1848, parce qu'ils se prévalent d'une légitimité élective, parce que les sources ont tendance à les mettre de côté en tant qu'un gouvernement vraiment particulier, mais qu'on n'appréhende pas non plus comme un gouvernement de droit. Donc c'est toujours quelque chose qui fait l'objet de débats. Et d'une nouvelle thèse peut-être pour d'autres chercheurs. Peut-être. Et on parlait ici d'exemples français, mais le gouvernement de fait peut aussi s'appliquer sans doute à des pays étrangers. Est-ce que vous auriez un exemple ? Bien sûr, ça a fait l'objet de nombreux débats, notamment en Amérique latine et aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce que les cours suprêmes là-bas ont une doctrine du gouvernement de fait. La Cour suprême des États-Unis, par exemple, dans une affaire Texas versus White en 1869, va utiliser expressément le terme de gouvernement de fait pour qualifier le gouvernement du Texas, gouvernement issu de la sécession, qui est pour la Cour suprême un acte illégal, mais comme ce gouvernement a pu rendre des actes valides, c'est un gouvernement de fait, va-t-elle dire. Justement, vous avez parlé ici d'un arrêt de la Cour, donc de jurisprudence, on pourrait dire au sens large. Ça m'amène aux sources. Quelles sources avez-vous utilisées pour faire votre thèse ? Pour appréhender ce sujet, j'ai essayé d'avoir un corpus assez large et qui me permette d'appréhender à la fois les discours du droit et les discours sur le droit. Donc j'ai essayé de mobiliser 4 ordres de sources, les actes juridiques évidemment, les actes juridiques émanés des gouvernements de fait eux-mêmes, mais aussi ceux qui les concernent, les lois de validité par exemple ou d'amnistie. A posteriori donc. A posteriori, effectivement. Les décisions de justice, qui sont parfois traitées par la doctrine, mais finalement assez peu, alors qu'on a plus d'une centaine de décisions de justice qui concernent les gouvernements de fait ou qui mobilisent le concept ou qui essayent de se dépêtrer avec ce concept. Les débats parlementaires, beaucoup, puisque les questions relatives au gouvernement de fait ou aux phases de transition constitutionnelle font l'objet de nombreux débats entre parlementaires. À la fois par rapport à leurs ennemis et à eux-mêmes, peut-être. Exactement, et parfois à leur propre rôle à ce moment-là. On pensera notamment aux membres du gouvernement de la Défense nationale qu'on retrouve sous l'Assemblée nationale de 1871. Et enfin, les discours sur le droit, qui sont notamment ceux de la doctrine juridique. Vous avez parlé de Geysse tout à l'heure. Exactement, la doctrine jusque encore dans la seconde moitié du XXe siècle. Des gens comme Georges Burdeau en parlent. Et beaucoup d'écrits politiques ou pamphlétaires aussi qui ne sont pas directement juridique au sens où on pourrait l'entendre du point de vue droit positif, mais qui concerne le droit et qui montre aussi la réception au sein de la société du gouvernement de fait. Comme vous le venez de le dire, une grande partie de ces sources est juridique au sens formel du terme, et donc l'existence de ces sources et de votre thèse même montre que l'on peut tenir un discours juridique sur le gouvernement de fait. Votre plan le confirme, puisqu'il respecte le modèle canonique du plan juridique en 2 parties thématiques complémentaires, respectivement consacrées à la notion et au régime du gouvernement de fait. Dans la première partie, vous allez analyser un par un les différents critères du gouvernement de fait, leur définition, leur application, leur appréciation qui ont évolué entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle. Et comme vous le montrez, cette notion n'est pas neutre, mais existe-t-il des notions juridiques neutres ? Peut-être que non. Cette notion, en tout cas, va supposer un jugement de valeur, imposer un régime juridique, c'est-à-dire des conséquences variées, nombreuses, que vous allez suivre dans la seconde partie de votre thèse, mais en sachant bien que le droit n'est pas une science naturelle, c'est un art humain, et donc ces conséquences sont en fait l'objet d'un choix, elles ne sont pas automatiques. C'est un choix politique, débattu, il y a des évolutions. C'est ce que vous montrez particulièrement bien, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de notre émission. Commençons par les critères du gouvernement de fait. Nous n'avons pas énormément insisté sur la définition du gouvernement de fait, car c'est l'objet de la longue et riche première partie de votre thèse. Cette définition méritait de tels développements de votre part, car elle n'a rien d'évident. Elle a évolué, elle a suscité des débats, des jugements, et elle a reposé sur plusieurs critères, 4, que nous allons étudier successivement. Un gouvernement de fait, c'est d'abord, négativement, un gouvernement qui s'oppose au gouvernement de droit, qui est illégal, qui n'a pas de constitution, comme vous l'avez dit. Cette façon d'appréhender l'illégalité a évolué, comme on va le voir. Mais on va aussi voir que tout gouvernement de fait va s'efforcer de compenser cette illégalité en démontrant sa nécessité, son effectivité et ou son fondement populaire, l'adhésion qu'il va susciter.
3 autres critères donc que l'on va voir ensuite. Commençons par l'illégalité, l'inconstitutionnalité, l'irrégularité. Elle est essentielle au gouvernement de fait. Elle se caractérise par l'absence de texte, de fondement textuel constitutionnel. Or, à l'époque contemporaine que vous étudiez, l'existence d'un texte, c'est nécessaire pour tout État qui se veut un État digne de ce nom. Est-ce que donc on ne pourrait pas déduire de l'illégalité une illégitimité automatique, systématique du gouvernement de fait ? Alors, cette conception d'une légitimité qui serait contenue dans la légalité, c'est quelque chose qui a suscité, là encore, de nombreux débats et qu'on retrouve dès 1789, comme on le disait tout à l'heure, avec le discours de Jean-Joseph Mounier, et qu'on retrouve aussi dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. L'idée que voilà, ce qui fait la légitimité du gouvernement, c'est d'avoir une constitution et en réalité de respecter les droits de l'homme. Voilà, exactement. Le problème, c'est que cela reviendrait à dire qu'un gouvernement qui est illégal n'est pas un gouvernement, et donc il y aurait du vide. Ce serait l'idée d'un vide juridique, donc d'une disparition du gouvernement, voire de l'État. Donc, face à ce constat et au nombre de débats qu'il suscite, on va avoir de plus en plus, en tout cas ce que j'ai pensé être, une distinction entre la légalité constitutionnelle d'un côté et la légitimité, mais qui serait une légitimité non pas politique, mais juridique. Et on va avoir cette reconstruction d'une fiction ex post de la légalité par la légitimité juridique qu'a eu le gouvernement de fait, en dépit de ce vice inhérent, de cette flétrissure qui est son illégalité. Donc il y a une sorte de dialectique, pour utiliser un gros mot, entre légalité et légitimité. Au début, l'un est synonyme de l'autre, entraîne l'autre aux yeux des contemporains qui sont offusqués par ces gouvernements de fait, par exemple les royalistes face au gouvernement républicain bonapartiste. Mais petit à petit, vous le dites bien, oui, c'est irrégulier, non constitutionnel, pas inconstitutionnel, mais aconstitutionnel. Pour autant, c'est pas forcément illégitime. Est-ce qu'on peut dater cette espèce de transition et l'expliquer ? Oui, moi j'ai eu l'impression que ça arrivait autour des années 1830 avec le passage à la monarchie de Juillet. Sous la Restauration, la légalité, c'est la légitimité. La légitimité, c'est le gouvernement des Bourbons. Si on n'en est pas issu, on est un gouvernement de fait. Bonaparte, c'est l'usurpateur avec un grand U. À partir de la monarchie de Juillet, le retour en grâce d'un certain personnel politique, que ce soit les républicains, que ce soit les bonapartistes, que ce soit les orléanistes, qui ne sont pas issus de la branche régnante, de plus en plus, on va avoir, notamment dans les débats parlementaires et devant la justice, cette idée que le gouvernement de fait, finalement, c'était ce pansement nécessaire à une rupture constitutionnelle. Ni le gouvernement parfait, ni non plus le vide. Et au Exactement. fond, comme vous le dites, c'est en raison de l'expérience de ces personnels politiques qui, notamment pour certains orléanistes, avaient pu peut-être mettre les mains dans le sang, non pour dire dans le cambouis, qui ont été un peu plus modérés. Et justement, comme vous le dites, par exception à ce mouvement de tolérance, on va dire, par rapport à ce mal nécessaire qu'est le gouvernement de fait, il y a quand même des gouvernements qu'on continue à qualifier d'usurpateurs, même bien longtemps après la monarchie de Juillet dont vous avez parlé. Lesquels et pourquoi ces exceptions ? Absolument. À partir de la fin du 19e siècle et surtout du tournant de la chute du Second Empire, là, on a vraiment ce concept de gouvernement de fait qui est ancré comme un gouvernement illégal mais légitime à gouverner. Sauf que, ce faisant, ça laisse cette part de condamnation politique du gouvernement un peu inerte, puisque si tout gouvernement de fait est légitime, ça voudrait dire que tout fait accompli, certains auteurs disent tout aventurier assez entreprenant pour prendre le pouvoir serait automatiquement le gouvernement de l'État. Et on va donc avoir des condamnations, un retour d'une légitimité politique cette fois-ci sur le devant de la scène en condamnant des usurpations. Ça, c'est très flagrant dans les débats qui concernent notamment la Commune de Paris. Puisque la Commune de Paris, pour le gouvernement versaillais et après pour les hommes politiques... les républicains conservateurs, opportunistes... Exactement, vont condamner fermement la Commune. Et malgré le fait que la Commune eût été un pouvoir fermement établi dans Paris, ce n'était qu'une usurpation, va-t-on dire. On veut faire une hiérarchie... séparer le bon grain de l'ivraie au sein même des gouvernements de fait. Exactement. Cela étant, comme on vient de le dire, les usurpateurs, les communards par exemple pour certains, sont de plus en plus l'exception. Les autres gouvernements de fait, à qui la notion va être réservée, vont chercher à être justifiés par 3 autres arguments, à commencer par la nécessité. L'argument de la nécessité, qu'est-ce que ça veut dire ?
La nécessité, c'est peut-être l'argument qui est le plus personnel au gouvernement de fait. C'est celui par lequel il va essayer de montrer que sans lui, rien n'eût été possible. C'est le chaos. Exactement. Après lui, le déluge, ou, comme le disent beaucoup d'auteurs, ce ne serait que l'anarchie. Alors je mets de très grands guillemets à l'anarchie, puisqu'il ne s'agit pas d'une doctrine politique, mais du chaos. À partir de là, donc, les gouvernements de fait, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, vont essayer de prouver qu'ils sont nécessaires. Et à partir de là, j'ai cru distinguer deux types de discours. Ceux qui vont justifier de leur nécessité par une transformation de l'ordre juridique, c'est-à-dire une nécessité révolutionnaire. Donc ce sont les gouvernements révolutionnaires à partir de la doctrine que déroule Robespierre notamment et Saint-Just. On sort de la légalité, mais on a besoin pour détruire le carcan de l'ancien régime. Consacrer un nouvel ordre. C'est aussi un discours qu'ont certains gouvernements de restauration. Louis XVIII prétend rétablir l'ordre ancien, donc transformer l'ordre juridique. Et un autre discours de la nécessité qui est une nécessité de préservation, cette fois-ci, donc de préserver l'État face, on va dire, au tumulte de la transition constitutionnelle, en assurant l'intérim, en le préservant de l'anarchie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, le Second Empire perd la guerre, les Allemands sont dans une grande partie du territoire. Alors la Commune, c'est plutôt le gouvernement révolutionnaire dont vous parliez, avec la nécessité au premier sens. Par contre, l'autre, celui qui est à Versailles, celui qui est avant le gouvernement de défense nationale, c'est celui qui va essayer, tant bien que mal, de repousser les Allemands sans faire de grosses réformes, mais... Exactement. Là, tout est dans le titre. C'est pour la défense nationale, sachant que ce sont deux grands types de nécessité. Et ces types ont cohabité ou se sont succédés? Alors, caricaturalement, j'aurais envie de dire les deux, puisqu'ils se sont succédés, mais ils ont aussi cohabité, puisque on va dire que la nécessité révolutionnaire va être, je pourrais le dire un peu vite, à la mode jusqu'à la fin ou jusqu'au milieu du 19e siècle, même si son champ du cygne, je pense que c'est Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, et qu'après on va plutôt avoir tendance à mettre en avant une nécessité de préservation. La défense nationale montre bien que ce qui est le plus utile pour assurer son pouvoir, c'est de dire qu'on est là pour la défense nationale, alors qu'avec la Commune, ça ne marchera pas, la nécessité révolutionnaire, sachant que certains gouvernements de fait font feu de tout bois. Oui. Ils jouent sur les deux plans de la nécessité et ils vont aussi faire appel à d'autres arguments parce que la nécessité a des défauts peut-être Oui, c'est un argument qui est aussi facile à contester, la nécessité. Alors, d'abord, puisque on peut la contester, la nécessité. Ensuite, parce qu'elle prétend relever d'un constat de l'évidence, mais que ce constat ne se trouve pas partout. Et parce qu'après ces périodes de gouvernement de fait, on a souvent des contestations, on a souvent des critiques. Je parlais des écrits politiques et pamphlétaires. Là, ils en font leur foin de tout ça, bien sûr. Et donc, on va chercher d'autres critères. À commencer par celui de l'effectivité. Là aussi, qu'est-ce que c'est? Vous avez défini une nécessité et l'effectivité alors? Alors l'effectivité, on pourrait penser que c'est tout simplement un constat, que ça relève là, cette fois-ci de l'évidence, c'est un fait qu'il n'y a qu'à se pencher pour ramasser. Il y a des policiers, il y a des... c'est ça? Voilà, le gouvernement était là, il suffit de le constater finalement. Plus on creuse cette idée de la nécessité, de l'effectivité, plus on le creuse, plus on se rend compte qu'en fait, c'est pas tant un constat de l'évidence, de la présence ou non du gouvernement, qu'un argument, une prétention de ces hommes politiques, de ces gouvernants, d'avoir assuré la maîtrise du pouvoir, d'avoir contrôlé le territoire, d'avoir produit un droit qui est efficace. Et donc c'est comme ça que l'on va mesurer a posteriori ou pendant ce temps-là, les gouvernements de fait, c'est par leur puissance. Alors, la mesure de l'effectivité, là encore, elle est source de débat. Ça va être quelque chose, là encore, la monarchie de Juillet va être riche à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait l'effectivité véritablement du gouvernement de fait? Est-ce que c'est le fait qu'il se soit rendu maître des institutions? Est-ce que c'est sa durée? C'est le premier critère qui vient en tête, la durée, une sorte d'usucapion du gouvernement de fait. Les auteurs vont finalement assez rapidement le mettre de côté parce que justement il n'y a pas d'usucapion en droit politique, contrairement au droit privé. Et on va plutôt arriver à établir trois critères, ou ce que j'ai rangé dans trois critères. Est-ce que le gouvernement a dominé le territoire? Est-ce qu'il a eu le contrôle des organes infra-étatiques? Et est-ce qu'il a produit un droit qui était appliqué?
Et ce n'est pas des cases à cocher, mais plus une sorte d'enquête. On va mener une enquête et essayer de trouver des preuves de la réunion de ces trois critères. Oui, donc en fait, à contrario, il ne suffit pas de s'autoproclamer, si on est un illuminé dictateur de la France, et de créer un gouvernement dans sa chambre. Il faut quand même avoir une vraie mainmise, avoir des partisans sur le territoire. Mais cet argument, qui paraît plus objectif peut-être que le premier, a lui aussi des faiblesses, celui de l'effectivité. Oui, là encore, il a plusieurs faiblesses, notamment celle de l'embarras qu'il cause pour ses opposants politiques. On va avoir tendance à nier l'idée d'effectivité ou à la minorer, puisque certes, il y a eu un gouvernement à ce moment-là, mais finalement, maîtrisait-il vraiment les institutions ? Un autre problème qui se pose, c'est lorsque ce gouvernement avait un challenger, c'est-à-dire lorsque soit un gouvernement de droit était encore effectif, soit un autre gouvernement de fait prétendait aussi assurer le pouvoir. C'est le gouvernement de la Commune de Paris, face au gouvernement de Versailles, par exemple, ou la France libre face à Vichy. Et enfin, quid lorsque ce gouvernement est effectif, se prétend effectif, mais n'a pas le contrôle du territoire. Lorsqu'il est à l'étranger, lorsqu'il est à Gand, par exemple, en 1815. On va parler de Louis XVIII. Exactement. Passons au dernier critère, au dernier indice, puisqu'on pourrait dire que c'est peut-être un faisceau d'indices, l'assentiment, l'adhésion de la population. On conçoit bien l'importance de ce critère à partir de la Révolution, où ce n'est plus Dieu qui est la source du pouvoir. Si on met de côté les sacres plus ou moins ratés de Napoléon, Charles X, Louis XVIII, etc., c'est de manière presque constante depuis 89 la souveraineté nationale. Mais alors, la souveraineté nationale, si elle date, pour le dire vite, de la Révolution, est-ce que le critère de l'assentiment dont vous parlez dans votre thèse date lui aussi de la Révolution ou est-ce qu'il est postérieur ? Cette idée qu'un gouvernement doit être obéi, doit susciter un sentiment d'adhésion, elle est ancienne, elle date sûrement même d'avant 1789. En revanche, l'idée que le gouvernement de fait, c'est-à-dire celui qui n'est pas issu du processus ordinaire ou constitutionnel, doit être obéi, doit bénéficier de l'assentiment, cette idée est un peu plus tardive. Et là encore, on la rencontre au moment où le concept de gouvernement de fait perd son assimilation à l'usurpation, son côté péjoratif. Effectivement, c'est après les années 1830. Et on la retrouve sous la plume d'auteurs comme notamment André Dupin, qui dit que si l'effectivité, c'est le fait accompli, il faut aussi qu'il y ait un certain sentiment d'adhésion. Sentiment d'adhésion que l'on mesure comment concrètement ? Alors peut-on vraiment le mesurer ? En tout cas juridiquement, c'est une grande question. Je pense qu'on peut réunir un faisceau d'indices, plus que le mesurer scientifiquement, ce qui serait, je pense, peut-être impossible. Le problème qui va se poser, c'est de voir si le gouvernement n'a pas eu de grandes oppositions ou des émeutes, des rébellions. Si le gouvernement qui lui a succédé, c'est quelque chose, le privilège de l'historien de pouvoir juger après les faits, si le gouvernement qui lui a succédé ne l'a pas remis en cause ou n'a pas choisi de l'ignorer. Nous n'ignorons pas, la seconde partie de votre thèse qui s'intéresse au régime du gouvernement de fait. L'existence d'un gouvernement de fait pose deux séries de problèmes dont nous allons parler dans cette seconde partie. D'une part, c'est le problème de la validité des actes qui ont été pris par le dit gouvernement et d'autre part, celui de la responsabilité des hommes qui ont pris part au dit gouvernement. Commençons par la validité des actes. En théorie, il existe deux réponses simples mais extrêmes. Aucun acte n'est valide, dans la mesure où il provient d'un gouvernement illégal et illégitime. À l'inverse, tous les actes sont valides, dans la mesure où le gouvernement existe, et puis surtout parce que les Français qui ont pu bénéficier de ces actes sont innocents. Ils n'y sont pour rien dans les conflits entre les gouvernements. Ici, je parle des simples citoyens, et j'aimerais montrer à nos auditeurs et à nos auditrices que cette théorie du gouvernement de fait, c'est pas quelque chose d'abscon, mais que ça a des conséquences très concrètes. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'affaires très concrètes où des pauvres gens ont été pris dans les mailles du filet de la question de la validité ?
Oui, bien sûr. Alors, on a des affaires qui concernent immédiatement la vie privée des gens, hein, des pensions militaires qui ont été accordées et qui ont disparu si on annule les actes, des actes de mariage qui n'ont plus lieu d'être. Ou Oui, des parce actes... qu'ils avaient été donnés par un maire qui était un partisan de l'usurpateur. Exactement, ou des actes de décès, hein, mais on ne peut pas ressusciter les personnes. Mais par contre, l'acte, qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné? On a aussi des affaires qui ont trait à la vie économique et fiscale hein, de l'État, notamment le paiement des contributions. Hein, qui s'est acquitté d'une contribution directe auprès d'un gouvernement de fait. C'est un peu embêtant pour l'administration fiscale. Ouais, parce que si moi, entreprise, je donne de l'argent, par exemple, à la commune ou à Napoléon, non seulement les autres gouvernements me verront peut-être comme un traître, mais en plus, a posteriori, s'ils prennent le pouvoir, ils vont dire qu'ils n'ont pas été payés. Exactement. Et on a enfin des affaires qui ont trop droit pénal, évidemment, hein, c'est-à-dire des faits d'insurrection. Si c'est un gouvernement de fait qui n'est pas reconnu par l'État qui succède, il y a une insurrection. Mais si c'est un gouvernement qui est jugé légitime par l'État qui succède, alors y a-t-il vraiment une insurrection? Les faits sont-ils qualifiables juridiquement? Quand, par exemple, des royalistes se seraient opposés à Bonaparte au retour pendant les 100 jours, ils sont vus par Bonaparte comme des révoltés qui mériteraient d'être punis pénalement, mais a posteriori comme des héros. Exactement. Et est-ce que vous pourriez nous décrire une affaire en particulier? Tout à fait, on va rebondir sur cette idée de paiement de contribution, puisqu'il y a une petite affaire hein, qui tient un peu du compte juridique, j'ai trouvé en la traitant, qui est le crédit foncier contre enregistrement, une affaire de 1872 sur trame de Commune de Paris. C'est une société, donc le crédit foncier, qui va s'acquitter d'un droit de timbre hein, auprès des mandataires de la Commune de Paris à ce moment-là, en 1871. Droit de timbre qui est à nouveau réclamé par l'administration fiscale au rétablissement de la légalité du gouvernement versaillais. Le crédit, de son côté, estime avoir payé de manière tout à fait légitime, hein, auprès d'ailleurs, dit-il, de l'autorité qui avait les apparences de la légitimité. L'administration des contributions, quant à elle, juge que le paiement n'était pas libératoire et que l'autorité n'était pas du tout légitime à le recevoir. Donc il faut repayer. Donc là, la question est de savoir hein, juridiquement si, 1, le paiement est libératoire, 2, si la commune est une autorité légitime à percevoir des taxes, et donc 3, s'il existe une différence, on va voir, entre gouvernement de fait et usurpation. En l'occurrence, pour le juge du tribunal de première instance, pour la cour d'appel et pour la cour de cassation, c'est très clair. Si la commune avait été un gouvernement de fait, le paiement aurait pu être libératoire. Il ne dit même pas qu'il l'aurait été, mais il aurait pu l'être. On garde toujours une porte de sortie au cas où. Exactement. En l'occurrence, la Commune de Paris n'était qu'une usurpation, donc il faut payer à nouveau, tout simplement. Donc un gouvernement de fait peut être dans une situation intermédiaire dont certains actes, à certaines conditions peuvent être validés, mais l'usurpateur, on ressort ça, c'est un peu la carte de joker de son chapeau. L'usurpateur, lui, on doit s'en éloigner comme de la peste. Exactement. Et cette solution que vous avez apportée, que vous avez précisée ici, qui a été apportée par les juges, est-ce qu'il y a eu d'autres solutions? Est-ce qu'on pourrait prendre du recul et voir comment le législateur, le juge, la doctrine ont répondu à ce problème-là? Alors si on dézoome, on a une très grande variété de solutions qui sont offertes à la fois par les juges, par les législateurs et par la doctrine. D'abord, on va dire sous la Restauration, hein, on va avoir un pivot dans les années 30, 1830 bien sûr, sous la Restauration, puisque le gouvernement de fait est un usurpateur, dans ce cas-là, ses actes doivent être annulés. C'est le sens de certaines lois hein, à la seconde Restauration. Loi que les juges vont avoir tendance à minorer parfois, notamment lorsque des contrats ont été passés sous un régime jugé usurpateur. Le juge va avoir tendance à minorer les résultats qui seraient parfois néfastes, voire vecteurs d'une grande insécurité juridique. Après 1830, avec la monarchie de Juillet, on a un renversement et à la suite de débats qui concernent des actes pris sous les 100 jours, des pensions militaires justement, le législateur va consacrer une validité conditionnelle des actes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient reconnus par l'autorité. À la fin du siècle, ou en tout cas après 1870-1871, on a
de nouveaux changements, et on a cette fois-ci la consécration par le législateur d'un régime spécifique au gouvernement de fait et d'un autre spécifique au législateur. Celui qui a été un gouvernement de fait peut voir ses actes validés par principe. Celui qui est un usurpateur doit voir ses actes annulés. C'est le sens des lois d'annulation des actes de la Commune de Paris. La doctrine va se ranger, notamment dans le début des années 20, derrière cette distinction, gouvernement de fait et usurpateur. Et on a une sorte de retour d'une confusion, ou en tout cas d'une complexité avec les années 40-44, avec Vichy et la France libre. Et à la Restauration, on va avoir la célèbre ordonnance du 9 août 1944, qui est une ordonnance d'annulation des actes, mais qui, à mon sens, n'est pas une antithèse de ce régime, mais plutôt qui tente une synthèse, et qui tente vraiment d'accorder un régime à la fois de transaction et de transition, mais qui sera lu par le juge, surtout le Conseil d'État après 1952, comme une antithèse du régime du gouvernement de fait. Donc comme la thèse de l'usurpation vichiste. Exactement. Nous avons parlé jusqu'ici d'une manière générale des actes du gouvernement de fait, mais il faudrait peut-être les distinguer selon qu'ils traduisent l'exercice du pouvoir constituant, législatif, exécutif, etc. Et justement, vous vous êtes interrogé sur l'étendue, sur la nature des pouvoirs détenus par le gouvernement de fait. Vous avez distingué les pouvoirs instituants et les pouvoirs constituants. Alors, commençons par le second, qui est plus familier, à mon avis, à nos auditeurs et auditrices. Est-ce qu'un gouvernement de fait peut avoir un pouvoir constituant? Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner? Alors, très clairement, les gouvernements de fait, ils exercent le pouvoir constituant avec une énergie du provisoire. Ils ont conscience de leur caractère temporel et ils vont s'efforcer à la fois d'arrêter un cadre et de préparer leur succession. Je pourrais vous prendre 3 exemples avec un seul mot, Bonaparte. Donc en 1799 et en 1815, Napoléon Bonaparte exerce le pouvoir constituant. En 1799 pour la Constitution avec le consulat provisoire et en 1815 l'acte additionnel. Et en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, quand il prend le pouvoir, fait comme son oncle et rédige immédiatement une constitution. De quel droit ces deux Napoléons, par exemple, ont-ils pu exercer le pouvoir constituant? Alors le premier argument renforce ce droit qui est mobilisé par les gouvernants de fait, c'est la nécessité, bien sûr. Et il s'adjoint de 2 impératifs qui se posent au gouvernement de fait, c'est organiser le provisoire, d'abord, en structurant leur propre pouvoir, et transformer le fait en droit, c'est-à-dire essayer de pérenniser le pouvoir et de préparer justement l'avenir et le passage à un gouvernement de droit. Passons maintenant au mystérieux pouvoir instituant dont j'avais jamais entendu parler. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ce pouvoir instituant? Alors là, je reprends le terme qui a été forgé par Arnaud Lepillouer dans sa thèse sur les pouvoirs instituants des assemblées constituantes. C'est pour le gouvernement de fait tous les actes de droit commun que va émettre un gouvernement de fait, tout ce qui, dans une situation constitutionnelle ordinaire, répondrait au pouvoir réglementaire et au pouvoir législatif. Donc non pas ce qui va servir à produire, à créer un nouveau régime, mais, comme vous l'avez dit, à gouverner au quotidien par le pouvoir réglementaire, par le pouvoir législatif. Donc ça veut dire que le gouvernement de fait peut faire les deux, et des lois et des règlements. Il cumule, il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans un gouvernement de fait. Alors, à mon sens, non, même si le gouvernement lui-même s'efforce de mettre en avant, ou en tout cas, dès la Révolution française, on essaye de distinguer un pouvoir de fait d'un pouvoir de droit. Les gouvernements de fait eux-mêmes sont très timides à l'idée de promulguer des lois avec le terme de loi. Ils prennent des décrets, des actes, des proclamations. Ils ont honte de jouer au législateur. De très rares gouvernements ont utilisé le terme de loi. À part Vichy, il y en a très peu. Mais en pratique, quand on regarde le domaine dans lequel ils interviennent, le domaine législatif est empiété allègrement. Passons maintenant à la responsabilité, imputable au gouvernement de fait. Je précise que c'est une responsabilité polymorphe, pénale, punir éventuellement les coupables, civile, réparer les dommages, interne, quand un citoyen français va saisir un juge français, ou international. J'ajoute, et j'avoue que nous n'aurons malheureusement pas le temps d'évoquer toutes ces facettes de la responsabilité. Concentrons-nous d'abord sur la responsabilité pénale des agents. De quoi s'agit-il? Qui va être jugé par qui et pourquoi? Alors, si je devais reprendre ce qu'a dit Jules Simon, donc, qui était un des gouvernants de la Défense nationale en 1871, on a eu de nombreuses enquêtes sur la responsabilité des gouvernants et des partisans. Il a dit la moitié de la France à cette époque était enquêtrice, l'autre moitié enquêtée. Donc,
un peu tout le monde, finalement. On va essayer de juger qui aurait pu être responsable si l'on juge que l'on était face à une usurpation, les gouvernants hein, comme des traîtres et leurs affidés, mais on va aussi, notamment à partir de la fin du XIXe siècle, juger ceux qui se sont rebellés contre un gouvernement de fait s'il a été jugé légitime. Par exemple, en 1848, ceux qui se sont rebellés contre le gouvernement provisoire de février. Donc c'est à la fois les gouvernants et puis leurs partisans les agents, beaucoup de monde. Donc ils sont jugés par qui? L'autorité de droit qui succède, hein, donc souvent c'est une justice d'exception mise en avant. On peut penser hein, à la répression des bonapartistes en 1815 avec tous les procès de la justice d'exception, mais aussi en 1871, en 1944, 46, etc. Donc c'est un peu malheur aux vaincus. Les vainqueurs vont réécrire l'histoire, réécrire le droit. Oui, tout à fait. C'est souvent un vecteur de légitimité, de légitimation. Et justement, est-ce que ces procès ne sont pas une manière déguisée pour le gouvernement de droit postérieur victorieux de régler ses comptes? Est-ce que on peut vraiment parler de responsabilité pénale, de procès? Est-ce que c'est pas une mascarade? Alors s'il y a quelque chose de l'ordre du théâtral et clairement de la mascarade, le meilleur exemple qu'on ait dans l'histoire de France, c'est le procès de Riom en 1942, hein, qui sert vraiment au gouvernement de Vichy à accuser pour mieux régner. Ici, on va faire comparaître Léon Blum et d'autres hommes politiques de la Troisième République pour les juger devant la justice d'exception, encore une fois, comme les responsables de la défaite. Et finalement, ça ressemble à une mauvaise pièce de théâtre dont les accusateurs connaissaient assez mal leur ligne et dont les accusés ont improvisé avec assez de succès et de brio. Ça peut donc se retourner contre l'accusateur. Oui, complètement. Ça se voit à chacun de ces procès. Finalement, les procès de la collaboration montrent aussi l'embarras hein, des juges et de la société face à ça. Les procès de la Commune de Paris, n'en parlons pas. Alors, vous avez parlé plusieurs reprises de la révolte. Est-ce que, pour les agents de l'État notamment, quand on est face à deux gouvernements qui s'opposent, il faut faire attention à miser sur le bon cheval, à savoir qui va être le vainqueur? Est-ce qu'il y aurait éventuellement un devoir de révolte alors C'est une idée qui revient souvent après ces périodes de transition constitutionnelle, surtout les plus tumultueuses, hein, que c'était aux fonctionnaires ou aux citoyens de savoir quel camp choisir et quel était le bon camp. Souvent, cette idée, elle est l'apanage de l'autorité politique. Quand même, on peine, en tant que juriste, à consacrer un devoir de révolte. On a bien la jurisprudence du Conseil d'État Lanière, en 1944, qui dit que face à un ordre manifestement illégal, le fonctionnaire ne doit pas obéir, mais elle ne consacre pas totalement une théorie des baïonnettes intelligentes. Hein. Elle a sorti quand même deux conditions. C'est le fait que l'ordre doit être manifestement illégal et que de son exécution, il doit en résulter un trouble grave à l'ordre public. Donc, en fait, c'est pas du tout un devoir de résistance, mais plutôt une affirmation de la continuité du service, en réalité. Donc ça veut dire qu'on ne va pas en vouloir a posteriori aux hommes qui ont obéi, aux agents qui sont restés à leur poste, aux policiers par exemple qui sont restés sous Vichy, mais ça veut dire qu'on va peut-être juger différemment les chefs et les sbires et les hommes partisans. En fait, il y a une dialectique récurrente qui se met en place après ces phases-là de transition, qui est celle entre punition et pardon. On réprime immédiatement après les faits, et des années, des mois parfois, mais souvent des années après, on va promulguer des lois d'amnistie, on va passer par une phase de pardon ou d'oubli, qui n'est pas toujours un pardon. Hein, mais, Et tout cela, c'était pour la responsabilité pénale. On aura peut-être le temps de faire un peu la responsabilité civile, notamment du point de vue international. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait surtout de se demander si la communauté internationale allait accorder au gouvernement de fait, donc d'un autre pays, la possibilité de représenter son État. Moi, je parle au nom de la France, au nom du Burkina, etc. Si c'est le cas, il y aurait des droits et des devoirs pour lui et pour les autres États. Commençons par les droits. Est-ce que vous auriez un exemple d'un contrat qui aurait été conclu par un ancien gouvernement, un gouvernement de droit par hypothèse, qui aurait été renversé, remplacé par un gouvernement de fait? Ce gouvernement de fait voulait profiter de ce contrat. Les autres États ont peut-être été un peu récalcitrants. Est-ce que vous auriez un exemple? Oui, alors c'est clairement l'affaire du guano ici. Le Pérou envahit le Chili, prend le contrôle de gisements de guano. Lui-même est renversé par un coup d'État. Le dictateur en place s'occupe de l'exploitation de ces gisements, conclut un contrat avec la France, hein, qui prévoit
l'exploitation et certaines indemnités. Finalement, ce dictateur est renversé. Indemnité au profit de la France. Au profit de la France, devant un tribunal d'arbitrage qui doit être constitué. Le dictateur est renversé. Une loi est promulguée prévoyant l'annulation totale de tous les actes de cet usurpateur. La France, bien embarrassée, se dit oui, mais nous, on a un contrat en cours, on a des indemnités qui sont prévues, un peu d'argent à faire rentrer dans nos caisses. Devant le tribunal d'arbitrage, elle va dire je voudrais faire valoir ce contrat. Le tribunal doit donc se prononcer de savoir si le gouvernement de fait, ses actes engagent le gouvernement de droit qui lui succède, engage l'État. La doctrine du gouvernement de fait va être abondamment discutée dans cette affaire et en 1901, il va rendre sa sentence en disant que oui, le gouvernement de fait engage le gouvernement de droit, engage l'État devant la scène internationale. Donc en droit international, la sécurité des relations, la stabilité, la confiance a plutôt tendance à imposer comme coutume, comme jurisprudence, comme tendance l'idée que, quel que soit le jugement de morale, de valeur que l'on porte sur un gouvernement, on attend à ce que son successeur, qui lui sera régulier, assume les actes de son prédécesseur, même s'il le détestait. Oui, tout à fait. Alors, à ceci près que le gouvernement doit être bien stabilisé pour pouvoir engager l'État. Et on retrouve donc les critères que vous aviez donnés tout à l'heure. Il faut qu'il maîtrise effectivement le territoire, etc. On a parlé d'un droit, évoquons maintenant un devoir. Le gouvernement de fait, lui, est-ce qu'il a des devoirs? Et si on reprend l'exemple du contrat, est-ce qu'un gouvernement de fait doit exécuter les contrats passés par un gouvernement de droit antérieur? Je ne sais pas, je pense au gouvernement communiste qui, après 1917, aurait dû par exemple payer les prêts faits par le tsar pour financer des armements qui auraient servi contre les communistes. Est-ce qu'après, le gouvernement communiste en l'espèce doit payer? Théoriquement, oui, il est affirmé un devoir de solidarité des engagements du gouvernement en cas de succession de gouvernement. Alors, principe qui est proclamé, qui est rappelé dans de nombreux textes constitutionnels français, et dès le 17 juin 1789, dans des proclamations, qui est proclamé par l'article 70 de la Charte de 1830, etc. Oui, donc ça veut dire que les Français, en 89, ont dit « Vous inquiétez pas, amis royaux, familles royaux des autres pays, nous avons renversé, pour l'instant pas coupé la tête du roi en 89, mais nous allons payer. » Exactement. Alors souvent, c'est de l'ordre du vœu, plus que du principe fermement établi. Mais comme vous avez évoqué le cas des emprunts russes, il y en a peut-être parmi les auditeurs qui ont encore des bons d'emprunt qui servent beaucoup plus à la décoration qu'à faire rentrer de l'argent. Mais quand la Russie, en 1917, n'a pas payé ses dettes et a déclaré qu'elle ne payerait pas les dettes du gouvernement du tsar, ça a mis un peu le bazar sur la scène internationale. Et aujourd'hui, elle n'a toujours pas payé ou il y a eu quand même des règlements ? Aujourd'hui, alors on a pour les Français, je parle, il y a une loi en 2000 et un arrêt de la Cour de cassation en 2004 visant à solder les derniers emprunts, mais l'affaire pour certains n'est pas encore résolue et le gouvernement n'a pas remboursé les emprunts russes et ne le remboursera sans doute pas. Peut-être que Vladimir Poutine un jour voudra rembourser, qui sait. Ce type de devoir, en tout cas, semble extrêmement fragile, donc. Ce type de devoir du gouvernement de fait de respecter ses contrats. Tout à fait. Ce qui pousse d'ailleurs la doctrine à l'affirmer d'autant plus fort, tout en affirmant quelques exceptions, mais en insistant beaucoup sur le caractère exceptionnel de ces exceptions. L'exemple flagrant en droit international, c'est la dette odieuse. Un gouvernement ne peut se soustraire d'une dette à payer que si elle est manifestement odieuse, mais de là prouver la dette odieuse... Qu'est-ce que ça veut dire, ce concept de dette odieuse ? Une dette qui aurait été conclue par le gouvernement pour son propre profit personnel ou pour le profit des gouvernants ou qui trahirait certains principes internationaux. Imaginons le fait que le gouvernement ait par exemple utilisé cet argent pour acheter des armes vraiment horribles, de gaz par exemple. Oui, tout à fait, ou qu'elle ait servi à l'enrichissement personnel d'un gouvernant, de sa maîtresse. Ça n'arrive jamais. Mais ça n'arrive jamais. Merci beaucoup Louis Terracol d'avoir répondu à mes questions, qui donne un aperçu de votre thèse passionnante, dont je rappelle le titre « Le gouvernement de fait, de la Révolution à la Libération, un expédient saisi par le droit ». Et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à la lire dans sa version papier qui va être publiée chez qui ? Chez LGDJ. Eh bien, bonne lecture et merci beaucoup Louis. Merci Paul. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.